Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sport Palabre sur Stade Afrique. La politique et le sport, c'est une vieille histoire. De l'Allemagne nazie à la guerre froide, en passant par la Chine et le Qatar ces dernières années, le sport est et a toujours été un outil de propagande. Mais alors, quel est le rôle des sportifs qui pénètrent dans l'arène politicienne? Quelles sont leurs motivations? Pour les plus cyniques, le sportif, c'est d'abord un être décérébré, par définition, que l'on sort juste de sa boîte pour qu'un gouvernement puisse récupérer un petit peu de son aura médiatique. Pour les autres, les champions maîtrisent la préparation méticuleuse, la capacité au combat, la victoire, la volonté d'être dans l'action, la joie de la victoire, et aussi la douleur de l'échec qui saura les rendre plus forts. Mais alors, sport et politique, mariage de raison ou liaison dangereuse? C'est de ça dont nous allons parler maintenant. Alors pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de Sport Palabre Jean-Baptiste Guégrand. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Je rappelle que vous êtes géopoliticien du sport. Je rappelle votre ouvrage qui est Géopolitique. Attendez, je l'ai perdu du coup. Géopolitique du sport, une autre explication du monde. Mais par contre, je me souviens que c'est aux éditions Bréal. Exactement. Et en fait, si je suis un petit peu fébrile, c'est tout simplement parce que pour la première fois, j'ai l'immense privilège d'accueillir sur le plateau un champion exceptionnel qui m'a procuré certaines de mes plus belles émotions dans le sport. Je veux parler de monsieur Jean-Marc Mormec. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. C'est vraiment un honneur de vous recevoir. Je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes champion du monde poids lourd, lourd léger, WBA, WBC, durant les années 2002-2010, c'est ça. Et depuis quelques temps, vous êtes également délégué interministériel de l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Donc, ancien grand champion, enfin champion, politicien, ou dans le milieu de la politique, donc vous étiez tout à fait légitime à participer à l'émission. Et je vais commencer avec vous, Jean-Marc. J'ai une première question qui est toute simple. Pour la droite, l'initiative individuelle, le respect des règles, de la discipline, le mérite par l'effort, en gros, travailler plus pour gagner plus, sont les moteurs de la société. Ça veut dire que tous les sportifs sont de droite? Ben non, je pense pas. Non. Je pense pas que tous les sportifs sont de droite. Ben, il y en a sûrement, parce qu'il y en a qui se sont investis peut-être plus à droite. Je pense que c'est un sportif, c'est un individu. Et c'est un individu qui se gère et qui prend, pour certains, quand ils veulent prendre des positions, ils en prennent ou pas. Moi, j'ai pas de tendance ou de truc politique. Moi, on m'a proposé quelque chose, un poste. Donc, avant de dire oui, j'ai cherché, heureusement aujourd'hui on a Internet, pour savoir quelle était ma mission et qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et pour moi, c'est pouvoir, voilà, avant je me battais pour moi, aujourd'hui je me bats pour les autres. C'est pour l'intérêt général, vraiment. Jean-Baptiste? Ce sont d'abord des citoyens qui s'engagent, je pense, les sportifs. Et effectivement, c'est vrai qu'à droite, on a vu plus de ministres des sports qui étaient étiquetés. Maintenant, on a vu aussi énormément de sportifs s'engager à gauche. Et il n'y a plus aujourd'hui de force politique qui puisse faire finalement campagne sans avoir de sportifs. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on a de plus en plus de sportifs formés qui représentent les valeurs du sport et plus que ça. Je pense à Roxana Maracineanu, par exemple, aujourd'hui à la tête du ministère des Sports. On est face à une ancienne championne, diplômée d'école de commerce, et qui a une vraie vision du sport santé et de ses enjeux. Donc en fait, quand je parlais en préambule de la marionnette que l'on sort de sa boîte, c'est terminé cette époque. C'était vrai avant, ça peut encore arriver, mais je pense qu'on est d'accord aujourd'hui. Les sportifs savent dans quel monde ils se trouvent placés. Ils peuvent être parfois instrumentalisés un peu, mais de plus en plus, on est face à des entrepreneurs. Aujourd'hui, on ne réussit plus dans le sport si on n'a pas une équipe autour de soi, si on n'est pas capable de planifier la performance. Et je pense que là, c'est encore plus vrai en boxe, c'est-à-dire qu'il y a tout le travail de préparation, c'est des sommes aujourd'hui qui sont conséquentes. On voit avec Mayweather par exemple, c'est pas vrai partout, hein. Mais on est face à des athlètes complets qui sont aussi des chefs d'entreprise. On voit Fourcade par exemple, qui a toute une équipe autour de lui, les tennisman c'est pareil. On est face à des gens aujourd'hui qui sont pleinement conscients des réalités dans le monde qu'ils évoluent. Je pense surtout que les mentalités ont changé et on n'est plus comme avant. Je veux dire, on voit pas le sportif un peu qui va être instrumentalisé ou qui va faire ce qu'on veut qu'il fasse, mais au contraire, s'il s'engage, c'est qu'il a des raisons
je pense que vraiment ça a changé, c'est plus comme avant. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez, avant d'accepter, parce qu'on vous l'a demandé, vous avez cherché, donc en fait, vous êtes plus guidé par l'envie de combattre, de vous battre pour une idée que Bien de sûr. suivre une idéologie. Vous avez des convictions, quoi. vous avez des convictions de quelque chose, donc vous dites, et si à un moment donné, vous voyez de se plaindre, vous dire non mais les gens ne font pas ce que vous voulez ou ce que vous attendez, eh ben, on vous propose quelque chose, eh ben, on va pouvoir faire. Et faire écouter aussi peut-être la voix des autres, en disant, bon, une fois que vous êtes rentré quelque part, c'est de dire, voilà, il y a ça, il y a ça, ça. Après, vous voyez que ça c'est ou pas, mais en tout cas, vous avez le choix maintenant de pouvoir imposer. Alors, vous l'avez compris, les sportifs qui font de la politique, on le sait, ça existe. On revient sur le sujet de Azdine Yayaoui qui fait un petit tour d'horizon. On regarde. David Douillet, Laura Flessel, Bernard Laporte ou encore Jean-François Lamour, toutes ces personnalités ont au moins un point en commun, avoir réussi avec brio une carrière sportive puis s'être ensuite reconvertis en politique. L'ancien double champion olympique de judo et quadruple champion du monde David Douillet, considéré comme l'un des plus grands athlètes de sa discipline, a beau avoir quitté les tatamis il y a presque 20 ans, il continue encore à faire parler de lui, mais loin des dojos désormais. Engagé depuis 2009, le détenteur de l'un des plus grands palmarès du judo français aura notamment été ministre des Sports entre septembre 2011 et mai 2012, tout en exerçant un rôle de conseiller régional qu'il occupe depuis près de 10 ans. L'ex-reine des pistes d'escrime Laura Flessel n'a rien à envier aux champions de judo, puisqu'après avoir elle aussi collectionné les breloques, la sextuple championne du monde et double championne olympique a elle aussi été nommée ministre des Sports français. Et après un peu plus d'1 an en poste et une confiance renouvelée par le chef du gouvernement, c'est l'AGEP qui a décidé elle-même de mettre un terme à son mandat. Et même si certaines personnes estiment que passer d'une carrière de sportif, l'un des domaines les plus humbles et respectueux qui existent, à une aventure en politique, secteur considéré par beaucoup comme un milieu rempli de personnes véreuses, cela n'a pas empêché une autre ex-sportive de succéder à l'ancienne escrimeuse. Ainsi, c'est l'ex-nageuse franco-roumaine Roxana Maracineanu, vice-championne olympique aux Jeux de Sydney en 2000, qui occupe le poste de ministre des Sports en France depuis le 4 septembre dernier. Les exemples récents de l'ex-footballeur Bonaventure Kalou, devenu maire de la ville de Vavoua dans sa Côte d'Ivoire natale, du boxeur ukrainien Vitali Klitschko, ex-champion du monde des poids lourds, devenu maire de la capitale ukrainienne Kiev, ou encore celui du Ballon d'Or 1995 Georges Weah, qui après avoir marqué le football des années 1990 a remporté l'élection présidentielle libérienne de 2018, viennent renforcer l'idée que de plus en plus de sportifs de haut niveau ont une carte à jouer en politique dans leur après-carrière. Un constat frappant qui pose alors une question plus que légitime. Avoir été l'emblème d'une discipline sportive et des valeurs qu'elle véhicule implique-t-il forcément pour ses champions un destin tout tracé en politique ? Jean-Marc, quand je vois le sujet de Azdine, je me pose la question aussi, on en parlait juste avant le sujet, les sportifs prennent conscience de l'environnement dans lequel ils évoluent pendant leur carrière et après carrière. Mais est-ce qu'aussi, c'est pas les autres qui changent leur regard sur des grands champions qui prennent de la politique. Avant, on pouvait imaginer qu'il y avait un petit sourire en coin, genre, ah, tiens, il va faire de la politique, oui, mais qui retourne sur ses skis ou qu'il a joué avec son ballon. Est-ce que aussi, maintenant, comment c'est perçu dans l'environnement politique, qui est un des environnements, quand même, on le sait, assez cruel, assez dur, les places sont chères. Comment vous l'avez vécu, vous ? Est-ce que vous avez senti de la bienveillance, ou des méfiances, de l'ironie ? Comment... Après, je pense que tout dépend de la posture, tout dépend comment... Le sport, déjà, pour faire le parallèle, le sport, c'est aussi la communication, c'est comment vous communiquez. Et la politique, c'est aussi de la communication, c'est pas que des épreuves de force. Donc ça peut se faire dans les coulisses, mais je pense qu'avant tout, c'est la communication. C'est comment, quelle aura que vous avez et quel genre les électeurs que vous pouvez attirer de par votre mission et de ce que vous faites. Aujourd'hui, moi, je suis délégué interministériel. Donc, comme je prends pas de position. Vous savez, dans la politique, alors droite, gauche, non. Je suis dans un couloir où je m'occupe, par exemple, de ces Français des Outre-mer, qui sont aussi des jeunes de banlieue, qui ont des problèmes de réseau, qui ont des problèmes. Donc je gère on va dire, quelque part, c'est aussi faire de la politique, mais c'est bien spécifique. Donc, vous êtes à votre place. Voilà, en fait. Je suis à ma place. Vous êtes légitime. Moi, quand je rencontre les ministres ou autres, on a un bon discours, on est courtois, puisque en gros, je pense que c'est comme partout. Tant que vous ne dérangez pas, tant que vous empiétez pas sur le banc des autres, et vous êtes tranquille. Jean-Baptiste, est-ce que tant qu'on n'empiète pas, bon après ils peuvent venir essayer d'embêter Jean-Marc, c'est leur problème, mais est-ce que la politique, c'est pas de déranger, de pousser les lignes un petit peu ? Ce qui est intéressant, c'est quand on voit certains sportifs arriver sur le devant de la scène, on va se rendre compte que d'abord ils savent tenir la pression.
qu'ensuite ils n'ont pas besoin de popularité, ils l'ont déjà eu, et souvent s'ils sont là, c'est qu'ils ont déjà eu un palmarès, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi tout ce qu'ils apportent, leur regard sur la société. Qu'est-ce qu'ils apportent de différent, à votre avis, par rapport aux politiques? On parlait de communication justement, c'est la capacité à entrer en contact avec les gens par l'exemple. C'est-à-dire que s'ils sont des sportifs de haut niveau, ils savent ce que ça veut dire que de s'impliquer dès leur plus jeune âge pour quelque chose. Il y a déjà cette ténacité-là, cette persévérance-là. Ensuite, il y a l'exemple qu'ils apportent à la jeunesse et qu'ils vont pouvoir transcrire en politique. Vous dire que les jeunes sont plus admiratifs de Jean-Marc Mormec que d'un politicien lambda qui sort de je pense- l'ENA, même s'il est ultra diplômé. Je pense qu'on s'identifie plus facilement à un champion qu'on s'identifie à quelqu'un qui a une cinquantaine d'années et qui porte un costume cravate lorsqu'on vient Même de s'il est bardé de territoires qui diplômes, sont ouais. des territoires à l'écart des enjeux du monde aujourd'hui. Toutes ces questions-là, elles se posent et je pense que le sportif apporte ça. Et puis il apporte aussi un autre éclairage, c'est quand il y a un combat à mener, il y va. Parce qu'il sait que c'est possible de discuter, d'échanger, et puis il lâche pas. Parce que c'est ça aussi qui fait la performance. Le sportif n'est pas technocrate avec un discours qui va des fois un peu, qui va un peu saouler, redondant. Vous savez, vous dites des choses pour certains, des fois, que vous ne comprenez même pas. Pour certains politiques, des fois, ils vous parlent de choses que vous ne comprenez même pas. Non, on va aller droit au but. On va parler avec le cœur, on va parler avec les sentiments. La communication, elle va se faire. Ça va être des vrais échanges. On va essayer de trouver les solutions, en tout cas. Est-ce que aussi il y a le fait que quand vous arrivez en politique, vous avez déjà prouvé? C'est-à-dire qu'on fait plus facilement confiance à quelqu'un qui a été éprouvé dans sa comment dit-on, dans sa catégorie, dans sa discipline, à la différence d'un, allez, on va prendre un exemple au hasard, un jeune président qui vient de débarquer de nulle part, qui séduit tout le monde, mais bon, malheureusement, on ne sait pas trop, qui n'a pas été élu ou quoi que ce soit. Après, je pense que l'effort n'est pas le même. L'effort n'est pas palpable. Donc, s'il est là, c'est qu'il a été élu et aussi il faut aussi le reconnaître. Bien Donc, sûr. c'est que sa place, il la mérite. Donc, le sportif, c'est différent. Démocratiquement, Voilà. on est d'accord. Donc, le sportif, c'est différent. Alors, pour moi, ça a été le combat. Pour moi aussi, ça a été l'échec. Pour moi, ça a été aussi de savoir comment après l'échec, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne ou on se relève? Ça a été, la boxe, c'est quand même assez particulier. Vous savez, vous gagnez tout. Aujourd'hui, vous êtes au sommet. Demain, vous êtes plus rien. Mais en tout cas, voilà, c'est un vrai combat. Et comme la vie, c'est un combat, donc alors, vous prouvez qu'à chaque fois, vous savez vous battre, vous savez vous relever et vous savez faire face aux choses. Et c'est ça. Par rapport à votre carrière de champion, ce qui vous sert le plus maintenant, c'est d'avoir su rebondir après vos échecs ou c'est la victoire? Non, je pense que l'un va pas sans l'autre. Moi, je pense que ce qui me sert aujourd'hui, c'est l'écoute. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir écouter. Vous savez, en sport, et tout sport confondu, vous êtes obligé d'écouter. C'est-à-dire que vous avez tout un staff autour de vous. Vous avez un coach et chacun a son utilité. C'est-à-dire que vous écoutez un coach, vous montez une stratégie, mais vous êtes obligé d'écouter. Écouter et ensuite, après, il y a une stratégie qui se met en place. Donc moi, quand les gens, des jeunes ou moins jeunes, ou même les politiques me parlent, vous êtes obligé d'écouter, de comprendre ce qu'on vous dit pour pouvoir agir. Et je pense que la force d'un sportif aujourd'hui, en gros, c'est cette sagesse qu'il a eue de façon à pouvoir écouter et après ensuite à transformer, à matérialiser les éléments qu'il a eus pour avoir une victoire, parce que la plupart du temps, après, c'est une victoire. En fait, ce qui compte le plus, Jean-Baptiste, c'est la discipline. La discipline, et je pense au côté éponge émotionnelle aussi, c'est-à-dire qu'un sportif est habitué à gérer des choses qui sont factuelles et puis tout ce qu'il y a autour. C'est gérer le psychologique, gérer la nutrition, gérer tout le côté business autour et la communication. Et ça en fait des personnalités multitâches. Et justement, ce sens de l'écoute, c'est vraiment intéressant que vous reveniez dessus parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas forcément. La capacité d'écoute et la capacité d'apprentissage très rapide d'un athlète, d'un sportif, d'un boxeur, c'est justement sa capacité à s'adapter tout de suite dans un environnement. Exactement. Et ça, on le voit. Pourquoi ils arrivent aussi à performer et à être appelés? C'est parce qu'il y a ça. Demain, si on se met tous les deux sur un ring face à un champion, on va avoir du mal. À l'inverse, si on vous place devant un homme politique, vous irez. Et ça change, je pense, beaucoup de choses. Jean-Baptiste parlait de l'écoute. Est-ce que vous considérez que maintenant, vous qui êtes confronté à toute une population, notamment, on en parlait tout à l'heure, des jeunes des quartiers difficiles, est-ce que l'écoute, c'est ce qui leur manque? Bien sûr, l'écoute, c'est important. Mais aussi, on est dans un pays où il y a beaucoup de codes. Et il faut connaître aussi les codes. Et si vous n'écoutez pas, comment vous pouvez connaître les codes? Comment vous pouvez sentir les choses? Donc je pense que l'écoute est très important. Il faut écouter pour essayer de comprendre les choses. Et puis suivre les codes aussi. Et c'est ça, qu'un sportif amène les codes en plus de l'écoute, c'est ça? Déjà, le fait de faire du sport, donc vous côtoyez aussi beaucoup de gens. Et je l'ai dit, le sport, c'est aussi un moyen de communication. Alors,
dans le gestuel, dans ce qu'on fait, mais aussi la communication avec les médias. Donc vous avez toujours des médias autour de vous, vous devez toujours vous justifier. Justifier qu'on vous gagnez, et dire qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez gagné, par exemple les titres, mais aussi qu'on vous perdez. C'est difficile qu'on vous perdez. Essayez de trouver tout de suite, parce que c'est à chaud. Vous venez de perdre, vous venez de prendre un KO, et vous avez un média qui vous dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez perdu? Donc il vous demande de vous justifier. Vous l'avez vu ce qui s'est passé. Non mais oui, mais après il faut trouver les bons mots, essayer de trouver les mots justes pour expliquer. Donc il y a la maîtrise de voilà, ça aussi. Il y a la maîtrise, mais on est quand même dans la communication et dans l'écoute. Donc voilà, c'est l'écoute et ensuite après c'est de pouvoir dire, de pouvoir après ensuite s'ajuster en disant ce qui s'est passé. Ça c'est important. Jean-Baptiste, quel est l'intérêt, alors bon, on le voit au travers de Jean-Marc et de sa carrière et de sa façon d'appréhender son rôle en tant que délégué interministériel, quel est l'intérêt véritablement pour un parti politique, pour un gouvernement, d'intégrer, parce que effectivement Jean-Marc ou d'autres sportifs peuvent avoir les codes, mais il n'y a pas que. Il y a des acteurs de la vie sociale, enfin de la société comme des chanteurs, des acteurs. Mais qu'est-ce qui fait qu'un sportif a une plus-value, apporte quelque chose de différent? Après, la question, c'est aussi, il semble évident maintenant que les plus grands sportifs sont amenés à faire de la politique. On pense à Teddy Riner, tout le monde, souvent, on se dit Teddy Riner finira ministre des Sports. Tony Estanguet aussi. Tony Estanguet. La première des choses, si on est cynique, concrètement, dans certains cas, on utilise des sportifs pour leur popularité et pour ce qu'ils ont fait. Et puis, on les instrumentalise, c'est effectivement la poupée de chiffon qu'on met en avant en disant « Regardez, il me soutient, donc comme il est populaire, il va aider ma cause, mon parti. » Mais on a vu que ça, voilà. Mais ça ne fonctionne pas et c'est de moins en moins le cas. On en a besoin aussi parce qu'ils ont un autre discours. Souvent, dans le sport, on voit une chose, c'est que la diversité de la société française, on la retrouve. Ce qui n'est pas le cas à l'ENA, ce qui n'est pas le cas dans les grandes écoles Sciences Po et françaises, Sciences Po, HEC, etc. Et donc les sportifs ont aussi cette trajectoire-là, c'est-à-dire qu'eux, ils ont été confrontés, dès leur plus jeune âge, à la diversité sous toutes ses formes. Le sport, c'est aussi une école de la vie qui est très différente. Il y a le facteur intégration, mais il y a aussi le facteur éducation, et c'est porteur de valeurs. Souvent, les hommes politiques sont associés à des choses plus négatives. Et il y a toutes les valeurs inverses au sport, la tricherie, la trahison. Et donc ces valeurs-là, elles vont aussi aller avec le sportif. Alors je ne dis pas que c'est une caution morale, parce que là ce serait excessif et ce serait exagéré. Maintenant, il y a cette capacité justement d'écoute, de compréhension des problèmes, parce que souvent les sportifs, en tout cas pour les plus brillants d'entre eux, viennent pas forcément d'univers favorisés. Quand vous êtes dans un univers favorisé, vous y restez, vous allez faire une grande école et vous n'allez pas vous taper 3, 4, 5 heures d'entraînement par jour pour ensuite éventuellement aller affronter quelqu'un sur un ring, quelqu'un sur une pelouse en plein mois de novembre quand il fait -4. Vous le faites pas. Et justement, c'est ça, c'est ce côté complémentaire. C'est aussi finalement l'image de la France d'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est maintenant devenu important et essentiel. Jean-Marc, quand vous êtes dans les couloirs de l'Assemblée, d'un ministère quelconque ou d'une préfecture, vous les voyez arriver, ceux qui, mal intentionnés politiquement, qui auraient tendance à essayer de « mais il faut qu'on se voit, il faut qu'on parle, j'ai un truc », vous les voyez arriver, ceux-là? Alors, je dirais pas mal intentionné. Vous savez, moi j'aime... Vous discutez avec les gens et tout dépend ce qu'ils vous disent, tout dépend comment ils vous... On le sait qu'on ne vit pas dans un monde où tout le monde est beau et tout le monde est gentil. D'accord, mais tout dépend comment ils vous abordent et qu'on vous demande. Après, vous avez le choix aussi de dire oui ou non. Aujourd'hui, comme je le disais, je pense que les mentalités ont changé et puis ils le savent aussi, les politiques. Comme vous l'avez dit si justement, le sportif, il est comment dire, pendant toute sa carrière, il côtoie toutes sortes de personnes, de publics. On n'est pas formaté avec des codes, avec un code en particulier, tandis que quand vous sortez de l'ENA, vous avez bien des codes, on vous apprend des choses, c'est assez rigoureux. Nous, on touche à tout le monde. Et enfin, vous avez une aura et vous faites rêver les gens. Donc, quand on vous aborde, c'est différent. Quand les gens viennent vers vous, ils viennent vous voir parce que vous les avez fait rêver, parce que vous êtes un champion, parce que vous représentez des valeurs, mais des valeurs qu'ils ont vues ou qu'ils ont dans leurs yeux en disant chacun chacun son jugement de vous. Tandis qu'un politique vous dit il arrive avec ses codes, avec sa façon, avec sa position, mais vous ne savez pas ce qu'il a fait. Vous dites juste, vous imaginez plus en disant que lui il a juste fait des études et il pense qu'il est meilleur que vous. Vous avez déjà des préjugés. Il y en a un qui parle et l'autre qui fait. Voilà. Alors, on va bientôt arriver au terme de cette première partie. Juste une petite question, Jean-Marc. L'INSEP, c'est plus fort que l'ENA?
Non, j'ai pas dit ça. Non, c'est je vous pose différent. la question. Alors moi je dirais que c'est différent. Dans l'effort, alors vous avez une partie où peut-être on est plus intellectuel, dans l'ENA où on se traite plus de la tête, c'est intellectuel, et vous avez une partie où vous allez faire de l'intellectuel et vous sortez aussi du physique. Donc on a Donc, c'est plus fort. besoin de le cœur et le cœur et la tête pour travailler. Jean-Baptiste, c'est plus fort. Ouais, alors, je pense que c'est complémentaire. C'est-à-dire que Exactement. ce Ouais, serait d'accord. bien justement que ça se Vous rapproche. avez fait l'ENA, vous, non? Bon, voilà, première partie qui se termine déjà et on attaque tout de suite la deuxième partie juste après ça. Sport Palab, deuxième partie, politique et sport, liaison dangereuse, toujours avec Jean-Baptiste Guégan, toujours avec Jean-Marc Normaic. Messieurs, on a vu en première partie ce que représentait le champion dans l'univers politique, comment il abordait et appréhendait les choses. Maintenant, si vous voulez bien, on va aborder la politique et le sport d'une façon un petit peu plus globale et surtout revenir un peu sur les grands événements liés directement sport et politique. Je pense, alors en préambule de l'émission tout à l'heure, je parlais de l'Allemagne nazie, on parlait des Jeux de 38 avec Jesse Owens, l'apartheid, on va aborder tous ces sujets. Jean-Baptiste, je commence avec vous. Ça a commencé quand véritablement ce lien? Alors vous avez parlé de la Grèce antique. Alors, ce lien, il commence effectivement dès la Grèce antique, mais si on reprend la période contemporaine, on va se rendre compte que dès qu'on relance les Jeux Olympiques, il y a toujours cette idée. Donc quand on relance, de on peut lien. rappeler la date. On est en 1896 et quand le baron de Coubertin décide de relancer les Jeux, il le fait avec une idée simple. La France vient de se faire battre en 1870, on a été battu par des Allemands qu'on imagine plus athlétiques, et donc il faut faire des athlètes. Ces athlètes doivent être des soldats. Et c'est là où on réactive le lien entre l'armée et le sport. Et c'est là aussi où on réinvestit chez le sportif la nation. C'est-à-dire que le sportif devient le militaire, mais sans la baïonnette et sans le fusil. Et tout le XXe siècle, ce siècle des excès, va être un siècle où sport, politique et géopolitique vont s'entremêler. L'Allemagne nazie, l'Italie mussolinienne, la Russie de Poutine, la Chine de Xi Jinping, on a des milliers d'exemples. Le Qatar bientôt. Et le Qatar avec la Coupe du Monde. sa Coupe du Monde. Jean-Marc, vous, lors de votre carrière de boxeur, est-ce qu'il y a un moment où vous avez senti que vous n'étiez plus qu'un simple boxeur, vous étiez aussi une représentation nationale et vous étiez un porte-drapeau français, donc quelque part un levier politique? Je dirais pas un levier politique, mais dans le sens que je pense automatiquement, pour moi, vous devenez ambassadeur de votre pays. Le fait d'avoir choisi un sport, vous savez, vous le faites sans savoir, en espérant. Vous avez l'espoir de réussir, vous y arrivez, vous avez tout de suite les micros, vous devenez champion du monde. Donc forcément, vous devenez un ambassadeur de votre pays. Et d'ailleurs, on est fiers de l'être. Et on vous a L'hymne pas, national bien sur le sûr, ring, c'est une fierté. Et là, on vous a pas instrumentalisé pour pouvoir le faire. C'est vraiment une fierté. Alors quand vous partez aux États-Unis, c'est aussi quand vous gagnez, c'est le pays qui gagne. Et vous êtes fiers de représenter votre pays. Et comme je le redis encore, on ne vous a pas instrumentalisé. Ça, c'est vraiment une fierté. Ça vous appartient. Et vous dites, j'apporte quelque chose. Alors, on va revenir un petit peu sur tout ça, bien évidemment, juste après un nouveau sujet de toujours Azine Yaoui et de Maïdio qui ont fait un petit tour historique du sport et de la politique. On regarde. Entre sport et politique, deux domaines qui n'ont à première vue rien en commun si ce n'est l'envie de l'emporter sur ses adversaires, la frontière n'étant en réalité pas si large que cela. Le sport a ainsi été souvent utilisé pour soutenir ou donner de l'élan à une cause. Parmi ces nombreux sujets de soutien, le racisme et la ségrégation subis par la communauté noire font figure de cause numéro 1. La lutte âpre et intense que se sont menés les deux boxeurs Joe et Louis et Max Schmeling dans les années 1930 illustre parfaitement cette utilisation du sport dans les problèmes sociétaux. Schmeling, incarnation du régime nazi de l'époque, s'impose en juin 1936 lors du premier combat entre les deux hommes. Invaincu jusqu'alors, et notamment tombeur un an plus tôt de l'Italien Primo Carnera, figure majeure du fascisme de Mussolini, l'icône de la société afro-américaine prendra sa revanche en 1938. Vainqueur de la belle entre les deux hommes,
Le bombardier brun contribuera grandement à faire vaciller l'idéologie nazie et marquera de nombreux points en faveur de la communauté noire. Une saga entre les deux boxeurs qui sera suivie en 1938 d'un autre événement sportif majeur pour les personnes noires de toute la planète, les Jeux Olympiques de Berlin et les 4 médailles d'or de Jesse Owens. Champion du 100, 200, 4 fois 100 mètres et du saut en hauteur sous les yeux d'Adolf Hitler, l'athlète afro-américain infligera avec cette razzia une nouvelle claque au nazisme. Et comment ne pas évoquer aussi le cas de la légende de la boxe, Mohamed Ali, lorsque l'on parle de sportifs engagés pour la cause afro. De son refus de servir dans l'armée américaine en 1967 à son opposition face à son grand rival George Foreman à Kinshasa en 1974, celui qui s'appelait à l'origine Cassius Clay aura été, de par sa réussite sportive et également son engagement politique, l'une des figures les plus importantes et charismatiques du Black Power. Alors juste, je voudrais rectifier quelque chose, c'est l'avantage d'avoir un géopoliticien sur le plateau. Ce n'est pas les JO de 1938, mais de 1936. Bien culpa. Jean-Marc, Joe Louis, Max Schmeling, deux boxeurs qui se sont affrontés comme de véritables boxeurs. Est-ce que, parce que tout à l'heure on en parlait hors plateau, vous m'avez dit, mais ils ne faisaient pas de politique. Eux, non. Mais l'environnement, ça a été terrible parce qu'on rappelle que Schmeling a battu Joe Louis qui était venu un peu en dilettante, je crois. Alors qu'en plus, Schmeling n'était pas du tout pro-nazi. Ils se sont même finis en étant amis tous les deux. Ils a battu donc Joe Louis en touriste, et quand il est revenu, quand il a été battu, Joe Louis, la communauté noire a même dit que quand ils ont appris qu'il était tombé KO, tout le monde s'était mis à pleurer. On est en 1936, 37, 38, fin des années 30. On a l'impression qu'il y avait une portée à l'époque qu'on ne retrouvera plus jamais. Pourquoi ? Est-ce que c'était l'environnement, les temps de guerre qui faisaient ça ? Est-ce que c'était parce que ce sont des champions, que c'était les débuts ? On peut interpréter ça comment, Jean-Baptiste ? Il y a une instrumentalisation du sport déjà par les régimes totalitaires, qu'ils soient nazis, mussoliniens ou même staliniens. Il y a toujours eu cette volonté de faire un nouvel homme. Et ce nouvel homme, c'est aussi le nouveau sportif. Donc il faut qu'il gagne, parce que pour montrer que l'idéologie qui est défendue est supérieure aux autres, il faut que ce dernier l'emporte. Et puis là, on a la race aryenne blond aux yeux bleus face aux noirs. C'est ça aussi, c'est-à-dire que dans la vision complètement folle et raciste de l'idéologie nazie, on a ça. C'est-à-dire il faut que le blanc aryen l'emporte sur ce qui apparaît comme étant différent. Fort heureusement, les sportifs ont aussi gagné. On a l'exemple de Jesse Owens, puis on en a pléthore d'autres. Mais il y a cette volonté d'utiliser le sport pour montrer une image de soi à l'étranger qui est conforme à l'idéologie qu'on défend. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais ça, c'est les chefs d'État, oui, c'est les nations, c'est eux qui faisaient ça. Et on voyait que les sportifs, ils n'avaient pas leur mot à dire ensuite à l'époque. Mais on voit très bien après, les années passent, on voit pour Ali qui est un vrai communicant. Ouais. Lui, il communique. Et lui, il dit des choses qu'on ne peut pas dire à l'époque. Mais ça, je suis d'accord. Voilà. Ali fait énormément. Ouais. Alors, est-ce qu'Ali, c'est le plus grand politicien noir qu'il y a eu jusqu'à présent ? En tout cas, je dirais le plus grand communicant, parce il communique, il fait des rimes, il dit même qu'il ne fait pas la guerre. Alors, à l'époque où on ne peut pas le dire, où en fin de compte, il y a une ségrégation par rapport aux blacks, mais voilà, il prend cette cause et puis on voit quand même il est soutenu quelque part, il est suivi. Et puis c'est Ali et puis il en faut un. C'est un peu le Mandela, un peu en avance à l'époque, en avance. Vous, quand vous avez débuté votre carrière en tant que boxeur, en tant qu'homme noir, est-ce que les Joe Louis, est-ce que les Mohamed Ali, vous aviez conscience de la portée politique ? Vous vous disiez, mais si je gagne, je suis un Français qui gagne, mais je suis aussi un homme noir qui gagne. Est-ce que vous l'avez jamais perçu comme... Non, parce que déjà après, les mentalités changent, je l'ai dit, puis on n'est plus à la même époque, et puis on ne perçoit plus ça. Moi, je perçois le champion, je gagne. Moi, je me considère comme Français, je suis Français, comment dire, je vais porter, je porte la couleur du drapeau. Donc c'est la France qui gagne. C'est-à-dire, je suis représentant, je suis ambassadeur de ce pays. Et pour moi, c'est la France qui gagne si je gagne. Ça, c'est une grosse différence avec les États-Unis, même encore maintenant. On a fait plusieurs émissions où, quand on fait des parallèles entre des sports version américaine et version française ou européenne,
c'est marqué, le côté communautariste afro aux États-Unis existe. C'est-à-dire que la question raciste en France, elle peut se poser de certaines manières, mais la question de la couleur de peau, elle n'a pas la même importance. La ségrégation en France, elle n'a pas eu lieu, elle est peut-être dans les têtes pour certains, mais elle n'existe pas dans les faits, dans la loi. Aux États-Unis, il faut attendre les années 60 pour que ça change. Et quand on prend Ali par exemple, c'est le premier athlète afro-américain qui s'impose, qui le revendique et qui dit non, je suis américain, mais je ne ferai pas ça. Et ça change tout. C'est comme ceux qui sont à l'origine du Black Power et de tout ce mouvement qui est celui des Black Panthers. Il y a une vraie cause afro-américaine, mais en France, on est dans un autre contexte. On a déjà des hommes politiques qui viennent d'Afrique dans le cadre des colonies qui sont au Parlement. Je pense à Léopold Sédar Senghor. On a aussi énormément de sportifs qui viennent des Antilles ou du reste de l'Empire, et on a l'habitude de ça. La question en France, elle ne se pose pas de cette manière-là. Jean-Marc, là, quand on voit Mohamed Ali, il a un lien avec vous, indirect. Et je vais parler du combat qui a eu lieu anciennement Zaïre, Kinshasa, face à Foreman en 1974. Vous avez un point commun, on en a parlé tout à l'heure, c'est Don King, qui vous a managé et qui a été à l'initiative avec Mobutu, le président de l'époque. Don King, c'est un homme politique. Ben, oui, c'est un homme politique qui fait de la politique en faisant du sport. Mais je ne sais pas, après, la politique, on peut le généraliser, mais je dirais plus, c'est les communicants. Ils servent de la politique pour pouvoir faire leurs actions. Je pense plus ça. Lui, c'est un promoteur. Enfin, pour moi, c'est le plus grand promoteur du monde. Mais le fait de... C'est le seul que tout le monde connaît, d'ailleurs. Je vous rassure, voilà, et je pense qu'il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui marquent leur époque, parce que Don King, il a vu, Malcolm X, enfin, à toute cette époque où il a vécu. Et Martin Luther King et compagnie, comme Ali aussi. Je pense qu'il fallait y rester à l'époque et puis là, je pense qu'il a marqué son temps, mais parce que c'est un communicant, parce qu'il a su... Il a su bien s'orienter. Jean-Marc fait la distinction entre communicant et politique. Mais un politique est forcément un communicant. Là, quand on voit le combat à Kinshasa... On ne défend pas les mêmes causes. Je pense qu'à ce niveau, c'est la cause qu'il ne défend pas. Churchill disait, un bon politique, il doit vous dire, il doit vous dire ce qui se passe, il doit vous transmettre, comment il dit ça, en gros, il doit vous dire ce qui va se passer demain, et tout de suite après, il va vous dire pourquoi ça ne s'est pas fait. En gros, voilà, un politique, c'est ça. On vous prédit l'avenir, en gros, il doit vous prédire l'avenir, et tout de suite, il va vous dire pourquoi ça ne se fera pas. Tandis qu'un communicant, c'est pas pareil. Il communique sur un événement, il vend quelque chose, et c'est pas pareil. Il n'y a pas le même niveau d'engagement. Et le rêve, voilà. Ils ne vous vendent pas le même rêve. Quoi. Voilà. Il va vous vendre une réalité que vous voudriez peut-être acheter, alors que l'autre va vous vendre au contraire une réalité que vous n'avez peut-être pas envie d'entendre. Ouais. Et c'est ça la différence. Et on le voit avec les sportifs. Quand Ali s'exprime, il y a une bonne partie de l'Amérique qu'il ne supporte pas. Ouais. Et ça va lui causer énormément de tort. Mais pas forcément l'Amérique noire, l'Amérique blanche. Non, mais même, on va lui reprocher aussi de se mettre en avant. Il y a une bonne partie des reproches qui sont faits sur l'arrogance d'Ali, qui viennent aussi des Afro-Américains, puisque on va lui reprocher justement de parler trop fort, alors qu'ils ont juste envie de rester plutôt en retrait, de ne pas faire de vagues. Il y a ça aussi. Un sportif qui parle trop fort, c'est parfois un sportif qui prend de la place. Mais je pense aussi, la distinction, la différence entre le politique et le sportif, le politique, il va se vendre lui. C'est-à-dire que si je suis au pouvoir, si vous votez pour moi, je ferai ça. D'accord. Tandis que le sportif, il vous vend sa performance, il vous vend un truc qui est du moment. Et lui, l'autre, il vous vend un truc sur l'avenir, ce qui est différent. Vous le disiez tout à l'heure, Jean-Baptiste, vous disiez que la propagande sportive dans la politique était souvent liée au régime totalitaire. Ça l'est toujours. On a fait, il n'y a pas longtemps, une émission sur la CAN, avec vous d'ailleurs. Et on a vu la manipulation supposée, mais bon, de Paul Biya pour la réélection, qui a attendu les résultats. Est-ce que ça perdure? Est-ce que systématiquement, c'est l'opium du peuple, le sport? C'est-à-dire que pour atténuer des tensions liées à des malversations, de la corruption, des mauvais agissements politiques, on met un peu de sport, on met un peu en avant une équipe nationale, on met un peu en avant un champion, comme on l'a vu, ça a déjà été fait de nombreuses fois. Ça continue, c'est malheureusement forcément associé à Il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi autre chose. Le seul moment où vous allez faire l'unité
dans un pays, c'est dans les moments de victoire sportive. Et ça, c'est fort. On l'a vu en 98, on l'a vu en 2018. Même si ça dure, hein, là... Mais ça dure suffisamment pour que les gens s'en rappellent. Et ça marque des générations entières. La génération 2018 se dit « je veux vivre ce que les gens ont vécu en 98 ». Et c'est pareil pour chaque victoire. Les victoires en hand, les victoires en boxe, etc. Les Français s'en rappellent. Et ce moment d'unité-là, il montre aussi une chose. C'est que d'abord, les gens ont envie de se retrouver et que là, le sport leur donne la possibilité de le faire en communiant ensemble, sans distinction. La deuxième chose, c'est que les gens ne sont pas non plus stupides. On a tendance à penser que c'est l'opium du peuple, que ça aveugle complètement. Évidemment, mais les gens sont lucides. Dès le lendemain, ils vous disent, s'il y a un président de la République qui est devant, qui tend les médailles, on sait pertinemment que ça va jouer sur sa cote de popularité. Et on voit aujourd'hui, ça ne marche pas. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus, et puis plus personne n'est dupe. Et ce qu'on voit surtout, c'est la pureté de ce qu'apporte le sport. C'est-à-dire que le sport, ça permet de transcender aussi les clivages pendant un temps. Cette parenthèse enchantée-là, c'est la meilleure chose que le sport offre à la société. Et les sportifs sont les ambassadeurs de ça. Après, il y aura toujours des régimes pour vous dire « Oh, regardez, mon athlète a gagné ». Je prends l'exemple du Qatar, par exemple, qui a été l'emporté sur les terres des Émirats Arabes Unis lors de la Coupe d'Asie. Les supporters émiratis, et plus encore le pouvoir, étaient loin d'être contents. Alors qu'au Qatar, c'était la fête. C'est-à-dire que même une Ligue des Champions pour le PSG, c'est un cran en dessous. On est sur autre chose. Jean-Marc, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de refuser de rencontrer telle ou telle personne, de sentir une récupération, mais claire, nette, ou de dire non, moi je refuse la photo, je refuse d'être célébré auprès de telle personne, ou d'avoir senti qu'il y avait des gens qui voulaient vous récupérer? Sincèrement, non, parce que moi je dis la communication, c'est de pouvoir rencontrer les gens, c'est de pouvoir échanger avec eux, et c'est seulement quand vous échangez, vous rendez compte si on veut vous récupérer ou pas, ou quel est le discours, qu'est-ce qu'on veut de vous. Mais si vous ne rencontrez pas, si vous ne parlez pas avec les gens, comment vous pouvez savoir? Je veux dire, on ne doit pas anticiper. Donc une rencontre, elle doit se faire, ça ne vous engage à rien, c'est l'échange. C'est juste un échange qui se fait, et après vous adhérez ou vous n'adhérez pas. Aujourd'hui, je pense vraiment que la mentalité, que le sportif a changé. On ne doit plus voir comme le sportif avant, en boxe, c'était des dockers, voilà, c'était des petits boulots, un peu à la Rocky. Donc on disait forcément ils sont ne parlait pas de Rocky, j'avais promis que j'en parlerais pas. Mais aujourd'hui, franchement, vraiment, je pense que ça a changé. Et on aborde les sportifs différemment. Ce sont aussi les hommes qui font des affaires, qui ont construit leur sport et qu'aujourd'hui qui sont intelligents. Mais on les aborde différemment. Est-ce qu'on ne les aborde pas différemment pour une très simple et bonne raison? C'est que maintenant un sportif vaut très cher, surtout un champion encore plus qu'il y a quelques années. Oui, mais tout ce qui est rare est cher. Donc vous valez aussi de l'argent, donc vous en êtes conscient. Donc, oui, mais là, on arrive à atteindre des sommets en termes de... Vous avez connu une époque de boxe pas si vieille, vous avez arrêté votre carrière en quoi, 2010? Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans au mois de décembre. 4 ans d'accord. Non, mais champion, je veux dire, la dernière fois que vous étiez champion du monde, c'était en 2010? Ah ouais. Oui. Vous ne touchez pas, même si je vous le souhaite, ce qu'a gagné Mayweather. Non, mais personne n'a touché, même en Formule 1, on ne l'a pas touché. Donc là, c'est hors du commun, enfin, c'est un extraterrestre. Parce qu'il a invaincu, parce que les gens qui sont derrière lui font un énorme business. Vous savez, quand vous êtes invaincu, quand vous êtes Mayweather, c'est un extraterrestre. Qui va le battre aujourd'hui? Après, ça se fait quoi? Ça se fait uniquement aux États-Unis. Il y a tout un marketing, il y a une grosse machine derrière. Et vous voyez, ça fait 2 ou 3 ans, même dans Ford, c'est le sportif le plus payé de la planète, et même les Formule 1 ou les footballeurs ne touchent pas ça, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les footballeurs ils touchent beaucoup d'argent. Mais lui, il est carrément sorti des radars et on ne sait pas ce qui va. Justement, une question, puisque vous êtes là, j'en profite. Vous en avez pensé quoi du match contre McGregor? C'était du marketing. Du spectacle. Mais ça a fonctionné. Et donc, ça fait. Le sport, c'est. Comment dire, c'est plein de choses, quoi. C'est magique. On va voir aujourd'hui, et je pense que les gens, ils ont besoin de ça. Et surtout les Américains, ils aiment faire ça. Ils savent faire ça. Tout le marketing vous vend du rêve. D'ailleurs, pour moi, il n'y a pas de rêve dans aucun pays, à part aux États-Unis. On arrive, tout est possible. Et c'est ça la magie. Alors, ce qui est moins magique, c'est qu'on va arriver au terme de l'émission. Je suis un peu... bon, enfin bref. Donc, on va terminer sur une dernière question. Jean-Baptiste, est-ce que, décidément, le sport, c'est devenu la seule et vraie dernière valeur patriotique fédératrice? Je pense qu'effectivement que le sport aujourd'hui est l'un des rares domaines dans notre société où tout le monde se retrouve, où la discrimination n'a pas forcément de prise et où on peut avoir une égalité homme-femme, où on peut avoir une égalité des opportunités.
C'est-à-dire que vous veniez d'un territoire perdu au fin fond de la ruralité, que vous soyez dans ces fameux territoires de la République, entre guillemets, ou au fin fond des dom-toms, vous avez la même chance si vous êtes bon et si vous êtes accompagné. Et ça change tout. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, tout dépend, il y a la perversité aussi du sport. Après, si vous êtes drogué ou si vous êtes dopé. Et ça peut nuire au sport. Mais il y a aussi le sport à ses travers. Il y a les performances, il y a le dépassement de soi, il y a toutes ces valeurs que le sport peut véhiculer et que cette empathie que les gens peuvent avoir pour un sportif, mais aussi, ils ont ces travers. Après, si on sait que vous êtes drogué, vous êtes dopé, et puis là, vous... Vous savez quoi, Jean-Marc, vous êtes un immense champion, vous êtes un excellent communicant parce que vous venez d'annoncer un des prochains thèmes de Sport Palabre qui va être drogue, enfin on verra, mais on va parler de dopage. Jean-Marc, merci encore 1000 fois d'avoir participé à l'émission, c'était véritablement un immense plaisir, je vous remercie au nom de tout Stade Afrique. Jean-Baptiste, merci. Non, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Sport Palabre. À très bientôt. Merci.